Aujourd'hui, sur le plateau de Bienvenue chez Pris, nous consacrons notre émission à la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, plus précisément à la région centre du Mali, où sévissent de violents conflits intercommunautaires sous fond de misère sociale, défaillance du système éducatif et sanitaire. C'est là, dans ces territoires où la justice, l'État et l'armée sont quasiment absents, que des communautés aux relations harmonieuses et multiséculaires, comme les éleveurs Peuls et les agriculteurs Dogon, s'écharpent autour des ressources pastorales. Une opposition, un conflit manipulé par les djihadistes, cela occasionnant de nombreux massacres et des milliers de morts durant ces 3 dernières années. Pour mieux comprendre, rencontre avec Drissa Kanambaye et Dugukolo Alpha Bakonare. Bonjour Baba Alpha. Bonjour. Bonjour Drissa Kanambaye et merci de participer à l'émission Bienvenue chez Pris. Alors il y a 3 événements tragiques qu'il faut garder en mémoire. L'attaque d'Ouagassogou que l'ONU pourrait qualifier de crime contre l'humanité, 160 morts Peuls, 70 blessés et de nombreux déplacés. L'attaque de Koulogon, un village Peul dans la région de Mopti où il y a eu 39 morts. Et le massacre de Sobanda, toujours dans la région de Mopti, où bien que les chiffres soient contradictoires, il y a eu aussi de nombreux morts, trop de morts. 3 massacres, 3 carnages dont la presse internationale parle et qui illustrent le climat délétère entre Peul et Dogon. Quelles sont les circonstances qui ont présidé à cette situation actuelle et que fait l'État ? Alors, je pense qu'il y a quand même un passé assez compliqué qu'on ne peut pas ramener juste à cette année ni à l'année 2018. C'est très difficile de dire exactement quand est-ce que les problèmes actuels ont commencé. Moi, de manière générale, je préfère garder l'année 2012 parce que ça montre bien que ce n'est pas juste une question de chasseurs soi-disant, ni une question de djihadistes, mais que c'est vraiment une question qu'on peut ramener au moment de l'effondrement de l'État suite au coup d'État à Bamako en mars 2012. Effectivement, on peut lier. Moi, j'irais même plus loin, jusqu'à l'assassinat, depuis l'assassinat de Kadhafi, etc. Mais en tout cas, dans la région de Mopti, dans le centre précisément, les attaques ont commencé. Au début, c'était des ciblages en fait de personnalités. Quand l'État a été chassé de la zone, surtout, en tout cas, nous, on considère que ce sont les éléments d'Amadou Koufa qui sont venus. La première victime. On se souvient, c'est M. Somboro Théodore, qui est une personnalité connue et reconnue dans la zone, qui avait été assassiné. Après, ce fut le tour de M. Suleiman. Après, il y a d'autres personnes qui ont été tuées, mais bon, à petite échelle, il y a aussi un petit village qui avait été incendié. Donc, depuis lors, le problème a commencé et les gens se sont dit, mais finalement, l'État n'est pas sur le terrain et il faut quand même... en tout cas, se former en groupe pour pouvoir se défendre. Parce que si les personnalités sont ciblées et assassinées, finalement, à la fin de quand ils auront fini avec ces personnalités, ils vont arriver quand même aux civils. Donc c'est ça qui a un peu déclenché ces conflits-là. Mais cette justice désastreuse, ce manque de stabilité, que fait l'État malien ? Malheureusement, l'État malien ne peut pas faire grand-chose parce que, comme il vient de le dire, il y a eu des assassinats ciblés, il y a eu beaucoup d'intimidation d'agents de l'État par ceux qui se revendiquent djihadistes, les proches de Amadou Koufa, qui ont ciblé les préfets, qui ont ciblé les juges, qui ont aussi ciblé les notabilités locales, aussi bien Dogon, Peul que d'autres communautés, parce que le but c'était vraiment de couper l'État et les autorités anciennes avec la population pour mieux subjuguer la population. Donc aujourd'hui, il y a des tas de crimes, et d'ailleurs souvent c'est très difficile... Dans le centre du Mali ? Dans le centre du Mali, c'est très difficile de dire si ce sont des crimes commis par des bandits, par des djihadistes ou par des milices, et tout ça, ça contribue à l'ambiguïté qui vraiment attise les tensions intercommunautaires. Aujourd'hui, l'État n'arrive pas non plus à aller au bout des décisions qu'il prend. Après le massacre d'Ouagassogou, il avait décidé de faire la dissolution de la milice d'Anna Massagou qui avait été pointée du doigt. Bon, il y a quand même des enquêtes qui doivent se faire, mais c'est une décision préliminaire, quoi qu'il en soit. Et lorsque des militaires ont tenté d'aller saisir l'un des cadres de la milice, la population s'est opposée. Donc ça montre à quel point les gens ne se sentent pas en sécurité, ils n'ont pas confiance en l'État pour exercer la protection ou pour exercer la justice non plus. Et dans ce contexte où l'armée et l'État sont complètement défaillants, ce groupe de chasseurs Dogon que vous citiez, d'Anna Massagou, voilà, a-t-il finalement raison d'exister encore malgré cette dissolution ? Alors pour moi, c'est toujours très gênant de parler de Dana Massagou en tant que groupe de chasseurs
et groupes de chasseurs Dogon. Mais j'ai pas de solution, j'ai pas d'alternative. Vraiment, moi souvent je parle de milices parce que quand on parle de chasseurs dans notre environnement, on parle souvent de confréries. Et je ne suis pas persuadé qu'on puisse vraiment faire un lien entre des groupes anciens qui ont une légitimité sociale et une milice qui se met de manière autoproclamée à vouloir défendre les civils. Et puis en même temps, c'est vrai que certes, c'est un groupe qui a un caractère qui lui-même dit Dogon, mais ça me gêne aussi parce que ça rapproche trop de la population civile Dogon qui finalement n'est pas du tout responsable des actes de cette milice. Mais ce que je dirais, c'est que au-delà de la nécessité de l'existence des différents groupes armés Dogon comme Peul d'ailleurs, parce qu'on a vu que ce qui s'est passé à Sobaneda, c'est vraisemblablement commis par des groupes armés Peul, il y a un cadre étatique dans lequel c'est l'armée qui doit faire ce travail. Au nord du Mali, il y a eu des accords d'Alger qui ont permis aux groupes armés d'obtenir une légitimité, mais de manière très cadrée, observée par la communauté internationale. On a ce vide au centre. Peut-être qu'il faut aller là, peut-être qu'il faut faire des accords, peut-être qu'il faut trouver des interlocuteurs légitimes, mais pour l'instant, personne n'est légitime et avec la prolifération des armes, le manque de contrôle des milices, on n'a aucun moyen de s'assurer qu'effectivement, c'est de la protection seulement qui sera faite parce que dans un environnement où on voit miliciens, bandits, djihadistes faire tous les trois les mêmes types d'activités, c'est-à-dire tuer des gens, chasser des gens, voler des gens, on se dit qu'en réalité, on ne sait pas qui est qui. Mais les armes circulent librement au Mali. Oui, parce que bon, il faut revenir à ce groupe d'autodéfense, Dana Massagou, moi je l'appellerais comme ça, parce que vous savez que la nature a horreur du vide. À un moment, il n'y avait personne, il n'y avait pas l'État. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait aucune autorité qui était là pour protéger les populations. Et comme on a constaté qu'il y avait des assassinats ciblés de personnalités, en tout cas au début, qui étaient des Dogon, mais finalement on s'est dit, ces gens ont dit, parce que quand vous prenez tous les villages Dogon, il y a toujours, presque tous les villages ont été fondés par des chasseurs. Et le chasseur a toujours son arme. Au-delà de... parce que le chasseur a un rôle de guérisseur, le chasseur a un rôle de chasser les gibiers, etc. Mais quand les hommes sont attaqués, ils ne peuvent que se défendre avec les moyens qu'ils ont en possession. Des armes de chasseurs. Des armes de chasseurs. Au départ, c'était des armes de chasseurs. Maintenant, ils ont d'autres armes. Pourquoi? Parce que toutes les armes que possède Dana Massagou aujourd'hui, ce sont des armes obtenues, ce sont des butins de guerre, on peut dire. Parce que moi, je ne vois pas un Dogon cultivateur qui peut se permettre d'acheter une calache ou une arme lourde à plus d'1 million de francs CFA, etc. Mais donc, les bâtons, quand même, les bâtons et les machettes d'antan ont été remplacés par les mitraillettes. Qui les a fournis? Bon, mais qui a fourni? En tout cas, moi, ce que je peux assurer, vous savez, au début de ce conflit-là, au Mali, souvent, on a tendance à vouloir identifier coûte que coûte le sexe du diable. Et finalement, on finit par dîner avec le diable. C'est ce qui s'est passé. Parce que dès le début du problème, on savait très bien que le groupe de Amadou Koufa était là. Ils étaient en train au début, ils parcouraient de mosquée en mosquée pour essayer de prêcher. Mais bon, des gens qui viennent prêcher, mais avec des chaussures dans la mosquée. On a vu venir ce problème-là. Nous avons interpellé de toutes parts l'autorité de l'État, toute personne qui pouvait vraiment nous aider à résoudre les problèmes. On a interpellé, mais il n'y avait personne. Donc, puisqu'il y a des groupes qui venaient, qui commettaient des assassinats, qui brûlaient des villages, etc., ces groupes d'autodéfense s'est formé. Bon, ils ont dit maintenant... Avec 5000 hommes. Mais tout le monde est volontaire. Quand il y a la guerre, mais tout le monde est volontaire. Tout le monde est volontaire. Mais c'est extrêmement bien structuré. Ben, écoutez, en matière de groupe, il y a toujours des dérapages. Ça, on ne peut pas... C'est difficile de cadrer. Moi, je ne peux pas dire que Dana Massagou est un groupe, par exemple, comme les casques bleus de l'ONU, bien cadré comme ça. Je ne peux pas le dire. Mais il faut savoir que c'était un cri de désespoir. C'est en désespoir de cause que ces gens se sont réunis pour défendre leur cause. Mais d'où vient, j'en reviens quand même à la relation multiséculaire et qu'on disait, je ne sais pas si on peut toujours la qualifier d'harmonieuse entre les Peuls et les Dogons. D'ailleurs, rebondissez peut-être là-dessus. Est-ce que vous... Moi, je suis assez sceptique du roman national malien.
C'est vrai que Peul et Dogon ont vécu ensemble dans les dernières décennies parce qu'il y avait la présence de l'État, parce qu'il y avait des raisons économiques, il y avait tout un circuit de commerce aussi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 siècles encore, les Peuls ont fait un djihad durant lequel les Dogons sont devenus des citoyens de 2e, voire de 3e catégorie. C'était quelque chose de très brutal. Et ça, la mémoire sociale, on ne peut pas l'effacer. Moi, j'entends ce que les Peuls disent des Dogons, j'entends ce que les Dogons disent de Peuls aussi. Ce ne sont pas des choses qu'on va peut-être entendre à la télé ou qu'on va entendre dans des livres, mais quand même, il y a un fond de tension. Vous êtes Peul ? Moi, je ne m'identifie pas en tant que Peul, bien que je suis de parenté Peul. Donc, je me sens concerné par ce qui se passe dans le monde Peul, mais je n'ai pas... C'est une ethnie ? Moi, je parlerais plutôt d'une nation. De la même manière qu'on peut parler d'une nation mandingue, d'une nation berbère, d'une nation arabe, etc. Le Mali a cette chance d'être un pays fait de plusieurs nations et on doit vraiment reconnaître les identités les uns des autres. Vous êtes Dogon ? Je suis malien, au-delà africain. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en 2012, lorsque le gouvernement s'est effondré à Bamako, il y a eu des affrontements, 30 personnes ont été tuées. Et tout le monde était choqué, tout le monde disait « mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les rebelles? Est-ce que ce sont les djihadistes ?» Je me souviens, un maire du cercle de Koro, donc dans cette zone où Peul et Dogon habitent ensemble, disait très bien, dès 2012, ce qui s'est passé, ce n'est ni la faute des djihadistes, ni la faute des rebelles. Tout simplement, l'État est parti, les agriculteurs plutôt Dogon, les éleveurs plutôt Peul, qui avaient des contentieux entre eux, en ont profité, ils ont réglé des comptes et je pense que vraiment ça c'est un élément primordial. C'est pas seulement une question de Peul ou de Dogon. On aurait été dans un autre environnement dans la région de Kaye, dans la région de Sikasso, dans la région de Tombouctou, sans l'État, avec la possibilité de régler des comptes, je pense que les gens seraient passés à l'acte. Et ce qui est très dommage aujourd'hui, c'est que chacun essaie de camper derrière des groupes d'autodéfense. Je me souviens en 2016, personnellement, j'ai entendu des messages sur des groupes Peul où les gens disaient « il faut chercher des munitions ». Il y a des armes, mais il faut chercher des munitions parce qu'il faut se protéger. Et pareil, j'ai entendu encore il y a 2 semaines un message de quelqu'un qui se disait être un notable Dogon, qui disait en langue bambara que toute personne Dogon de plus de 10 ans doit acheter une arme. Il faut vendre les ânes, il faut vendre les bicyclettes, il faut vendre les motos. Acheter les armes, celui qui a des moyens, qu'il donne des armes à ceux qui n'ont pas de moyens, mais chacun doit se lever pour défendre la zone. Et lorsqu'on a des situations telles que celle-ci, je suis désolé, je pense que vraiment on ne peut aller que... moi je parlerais même de plus que des bavures. Je pense que vraiment on est dans une situation de criminalité de masse. Et tant qu'il y aura pas... L'ONU disait d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, que c'est un crime contre l'humanité, ce massacre qui a eu lieu à Ouagassogou. Oui, à Ouagassogou. Et ce qui est vraiment triste, c'est qu'il y a eu Ouagassogou où il y a eu 160 personnes, plus de 160 personnes tuées, brûlées, certaines décapitées, certaines on leur a tiré dessus. Et malheureusement, après, on a eu Sobaneda où les gens étaient tués de la même manière. Donc, il y a vraiment un miroir comme ça. Même si on pouvait dire au début, oui, les choses étaient dans un seul sens, c'est telle communauté qui tuait l'autre communauté. Aujourd'hui, on est à vraiment une implosion et c'est la raison pour laquelle, avec la présence de la MINUSMA, on est obligé de demander un désarmement de tout le monde. Et la MINUSMA, c'est dans son mandat normalement d'assurer la protection des civils, mais c'est un mandat qui n'a pas été utilisé de manière très robuste pour l'instant. Et je pense que c'est là où toutes les communautés doivent vraiment faire un plaidoyer commun, dire « ok, certes, moi quand des gens me disent « oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, on est obligé de se défendre », je dis bien sûr non, c'est pas bien. Est-ce qu'on est obligé également de dialoguer avec les djihadistes, de pactiser avec les djihadistes? Mais, comme je disais, les gens ne sont pas très bien identifiés. On ne sait pas qui est qui. Je rebondis à ce que disait mon frère sur ces appels à la haine ou à l'achat des armes, etc. Malheureusement, je crois que le problème même, c'est une des stratégies des djihadistes, c'est-à-dire d'opposer les communautés entre elles. Et malheureusement, même des autorités, des voix autorisées n'ont pas compris cette stratégie des djihadistes et se sont mis à l'Assemblée nationale partout où ils ont vraiment suivi les messages. Ils ont aidé en quelque sorte ceux qui cherchaient un moyen vraiment d'exploser. Vous vous rappelez quand l'ex-président de l'Assemblée nationale, Ali Noum Diallo, qui est quand même une grande notabilité, une personne que tout le monde respecte, dit que s'il avait 16 ans, il aurait pris les armes. Il a dit ça à une interview accordée par le Journal du Mali. Donc, d'autres choses, il y a eu cette grande réunion aussi de la communauté Peul qui disait que, bon, voilà, il faut appeler, il faut faire venir
tous les peuples de partout du monde pour venir vraiment combattre. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certains quand même qui ont accepté ces messages? Moi, je suis Dogon, bien sûr, de naissance, mais là où je suis aujourd'hui, je pense que je représente plus que la communauté Dogon. J'ai souvent l'habitude de dire je suis ambassadeur du pays Dogon. Voilà, quand je parle d'ambassadeur du pays Dogon, alors il s'agit des Peuls, il s'agit des Bobos, il s'agit des Dafi, il s'agit des Kurumba, il s'agit des Mossi, toutes les personnes qui habitent dans cette zone-là. Et ça a toujours été mon combat. Et nous avons toujours prévenu du danger, parce que finalement, à force de répéter pour dire que ah non, c'est telle communauté qui est responsable contre telle communauté, à force d'identifier, de mettre une étiquette sur un cadavre, ben les gens finissent par s'énerver et ça s'explose. Donc il n'y a pas, de ce que j'entends, de conflit intercommunautaire. C'est quelque chose qui est fabriqué par les djihadistes. Les djihadistes s'en servent à cause d'un terrain fragile, à cause d'une défaillance de l'État au sein de la région centre-Mali, pour pouvoir recruter au sein de ces communautés leurs futurs... Les mots sont très importants et c'est très dur d'apporter de la nuance. Moi, je dirais qu'il y a des tensions intercommunautaires. Vraiment, ça je pense qu'on ne peut pas le nier aujourd'hui. Chacun est dans une espèce de paranoïa, les gens ont peur de leurs voisins. C'est pas pour rien aussi, on ne peut pas expliquer... À cause des ressources naturelles ? Je pense que les ressources naturelles, on a tendance à les mettre en avant aujourd'hui, mais je pense qu'on est vraiment au-delà de ça. Il y a toujours eu des tensions entre des personnes d'occupation différentes. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on va résoudre dans l'immédiat. Dans l'immédiat, pour moi, c'est vraiment l'insécurité qui est le problème majeur. Mais je pense que là où je dis que les mots sont importants, c'est que une fois de plus, après le massacre de Ogossagou, beaucoup de mes collègues dans les associations de droits humains ont parlé de génocide. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de ce terme-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même dans le droit international des éléments très précis pour parler d'un génocide. Mais par contre, ce que je peux entendre, c'est des idéologies génocidaires. Ça, je peux l'entendre. Parce que lorsqu'on entend certains discours qui disent oui, les Peuls sont des parasites, ils n'ont pas de pays, donc ils veulent déstabiliser le pays des autres, il faut les éliminer jusqu'au dernier. Ça crée quand même dans l'espace public, ça autorise une certaine violence, un certain discours public dont les uns et les autres se saisissent. De la même manière que lorsque certains Peuls disent oui, il faut qu'on s'unisse partout, il faut qu'on se lève, qu'on aille sur le terrain, même si dans la réalité des choses, ça n'arrive pas, même si dans la réalité des choses, on n'a pas des Camerounais Peuls qui se lèvent pour venir au Mali, ça crée quand même une crainte chez les communautés d'en face qui peuvent se dire mais voilà, voici un peuple de 40 millions de personnes avec des leaders à tous les niveaux, qu'est-ce que nous on va devenir finalement? Et c'est la raison pour laquelle... Et quel est l'agenda des Peuls? Déjà, c'est très difficile de parler des Peuls de manière monolithique, de manière unitaire. De la nation Peul. Je pense qu'aujourd'hui, la nation Peul, de la même manière qu'on parle d'un espace Dogon où il y a plein d'ethnies, dans la nation Peul, les Dogons aussi, pour moi, dans une certaine mesure, en font partie. Après, on peut ne pas être d'accord là-dessus pour des raisons historiques de domination et autres. Mais beaucoup de Dogons parlent entre eux la langue Peul, parce que ça a été une langue de domination, c'est une langue vernaculaire. De plus en plus, on parle aussi du fait qu'être Peul, ce n'est pas une question de sang, mais c'est une question d'identification. Vous allez avoir dans des contextes totalement différents des gens qui ne seront pas considérés par certains comme étant des Peuls ethniques, mais qui vont quand même se sentir concernés par ce qui se passe au Mali. Et c'est vrai que ça fait le jeu des djihadistes qui ont un discours très paradoxal, mais qu'il faut aussi analyser, que souvent la population de masse n'a pas l'opportunité d'analyser. Amadou Koufa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis venu ramener le royaume théocratique qui existait avant, je suis venu imposer le djihad, et les Peuls sont des apôtres des djihad, les Peuls doivent me suivre. Mais, il dit, je ne suis pas là pour faire des Peuls les dominateurs des autres. Donc c'est très paradoxal, c'est très bizarre. Il dit d'un côté, venez me rejoindre, mais de l'autre côté, il dit, si vous me rejoignez, ce n'est pas pour autant que je vais vous donner le pouvoir. Voilà, moi je pense que le fait même de parler, que beaucoup de Dogons parlent la langue Peul, ce n'est pas parce que ce fut une langue de domination, mais nous, dans notre nature, dans notre culture, on a toujours respecté l'étranger, enfin pas étranger, je veux dire en tout cas le voisin, comme autre chose. Quand on parle du royaume théocratique, la Dina, Massina, etc., mais El Hadj Oumar Tall, c'est quand même le XVIIIe siècle. Vous voyez que le palais de Bandiagara s'appelle palais Agibou Tall. C'est avec El Hadj Oumar, avec la vague de El Hadj Oumar Tall qu'ils sont venus. Et vraiment pour la bonne entente, on les a confiés, enfin on a nommé,
on a donné la chefferie de Bandiagara au Tal. Parce que Tal est venu quand même se confier aux Dogons. Quand à la bataille de Amdalaï, ça n'allait pas du tout, il est allé se confier aux Dogons qui l'ont aidé à combattre l'ennemi de façon spectaculaire. Donc, moi, je crois que le fait même de dire les pays Dogons, qui est un peu contesté aujourd'hui, les gens disent qu'il ne faut pas dire que Dogons. Voilà. Non, je ne parle pas de... J'entends un peu pas mal de... Je lis beaucoup, j'entends. Il n'y a pas une réclamation identitaire, dire que cet espace-là, ça appartient aux Dogons. Non. Les pays Dogons, quand vous pouvez appeler les pays basques, en Belgique, les pays de Liège, etc., c'est tout. C'est-à-dire que c'est une appellation qui n'a aucune valeur ajoutée, qui est géographique, qui est, je ne sais pas, où que quelqu'un réclame une zone bien déterminée. Il n'y en a pas. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'on accuse souvent les Peuls de fournir les rentes djihadistes. Quels sont les liens qu'ils entretiennent avec Amadou Koufa? Alors c'est très simple, moi je dirais que déjà les Peuls qui sont dans cette région, dans l'écrasante majorité, ce sont des gens qui n'ont même pas une pratique rigoriste de l'islam. Ça, on le sait. Toute personne qui a côtoyé les bergers Peuls dans la région vous dira « oui, mais ils ne connaissent même pas des sourates correctement ». Et puis idéologiquement, ça ne marche pas. Ils ne retirent pas les chaussures dans les mosquées, comme vous le disiez. Mais en plus, il faut voir les injonctions que les djihadistes ont données. Oui, les femmes ne doivent pas partir seules hors des villages. Mais ça, ce n'est pas possible. Dans le monde Peul, les femmes sont des bergères, ce sont des maîtresses de l'économie, ce sont des interfaces de communication avec les autres communautés. Vous empêchez ça, vous les empêchez de pratiquer leur identité, vous les empêchez de contribuer à l'économie, vous détruisez le tissu social. Ça, c'est juste un élément. Donc, et puis en plus, il n'y a pas de culture martiale dans ces communautés-là. Les gens n'ont pas l'habitude de se battre. Ce n'est pas parce que dans un groupe comme celui d'Amadou Koufa, il y a 200 personnes et parmi ces 200 personnes, il y a peut-être 120 Peuls que ça veut pour autant dire que le milieu Peul est vraiment phagocyté et alimenté de cette manière-là. Et je pense que là aussi, une fois de plus, l'histoire peut nous renseigner sur le fait qu'il n'y a pas des antagonismes fondamentaux. Lorsque le royaume théocratique a été fait par des Peuls au centre du Mali, c'est d'autres Peuls qui sont venus le détruire. Les gens de El Hadj Omar Tall, dans mes ancêtres même venus du Sénégal, effectivement ont envahi. Et après, ce sont les Français qui ont décidé que Agibou Tall allait devenir le roi de Bandiagara. Parce qu'ils se sont dit, on va imposer celui-là. Bon, il a eu des alliances avec les Dogons, les autres. Bon, ça a été plus ou moins mal vécu par d'autres Peuls. Mais en tout cas, c'est très dur de parler de manière monolithique une fois de plus. Et c'est vrai que sur cette question de pays Dogon, malheureusement, aujourd'hui, le débat est intoxiqué. On est à l'époque des technologies, des nouvelles technologies d'information, de l'Internet, de Facebook, de WhatsApp. Et les discours peuvent très vite être tronqués. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, tout le monde bénéficiait du label Pays Dogon. Vous étiez étranger, vous veniez, vous disiez « ah, j'achète le… » Moi-même, je suis allé à Sanga, donc au plein cœur de cet endroit, il y a une vingtaine d'années. J'ai été persuadé que les chapeaux que j'ai achetés là-bas, c'est les chapeaux des Dogons, alors que ce sont les chapeaux des Peuls. Mais c'est pour dire que quand il y a l'entente, quand il y a la paix et qu'il y a l'économie qui lie les gens, tout peut bien fonctionner. Mais aujourd'hui, malheureusement, on entend dans certains groupes des gens dire non, il faut faire l'expulsion des Peuls, cet endroit, c'est l'endroit des Dogons, etc. Même si ce sont des radicaux, une minorité, de la même manière qu'on va trouver une minorité de radicaux dans les autres communautés, malheureusement, ça empoisonne tout. Et ça crée vraiment de la paranoïa aussi, une fois de plus. Oui, parce que les péchés originels même, le fait même qu'il y a beaucoup, en tout cas, des Dogons accusent les Peuls d'être liés avec des terroristes, etc. Ça, c'est un fait qui est là. Pourquoi? Parce que quand, ce n'est pas nécessairement nos voisins Peuls qui sont des djihadistes, mais quand les gens de Amadou Koufa ou en tout cas d'autres Peuls radicaux venus d'ailleurs, malheureusement, ce sont quand même nos voisins qui les logeaient. Ils étaient quand même logés par nos voisins Peuls. Ça, c'est un fait qui est là. Donc, les Dogons n'ont pas compris. Ils disent, mais avec ces gens, nous vivons depuis des siècles.